C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles le roman de montagne marche assez mal. C'est curieux, hein. Il faut ce degré de vérité pour qu'un livre de montagne ait du succès. Et on n'aura pas d'exemple de grand succès romanesque en montagne depuis le premier de Cordée. Il y a plus d'un demi-siècle. C'est le seul. Mais dans le monde entier, il n'y a pas de travail romanesque qui se soit emparé de l'univers de la montagne avec suffisamment de vérité pour qu'elle soit comparable avec celle qu'impose la montagne au récit de celui qui la ramène. Moi, qui suis beaucoup à l'étranger, je ressens ça fortement, c'est que je ne suis jamais aussi proche des endroits que j'aime que lorsque j'en suis loin. Et je comprends tout à fait que la précision du livre tient aussi à l'éloignement dans lequel il a été écrit. Il y a une espèce de jonglage comme ça et d'intimité retrouvée. Il y a une chose qui est fondamentale pour qu'un roman, je pense, touche un public, c'est la sincérité avec laquelle il est écrit. Je n'avais pas du tout l'idée d'écrire un roman, mais enfin, j'ai écrit la valeur de, je ne sais pas, voyez-vous, d'une vingtaine de feuillets, et je l'ai lu sous mai. Je lui ai dit, tu me diras ça, tu me diras si ça va, pour que je continue. Il m'a rien dit. Le soir même, il les mettait sur le marbre. Le lendemain, il y avait une page entière de journal, et il m'a dit, bah, maintenant que tu as commencé, continue. Et tous les jours, sur le marbre, tous les jours, j'ai fait premier de cordée. Je l'ai écrit en 1 mois et demi. Sans arrêter tous les soirs, sans savoir la suite de l'histoire. Et Frison Roche a fait le Mont Blanc le 1er septembre 1925 comme porteur avec Ravanel le Rouge. Et donc il lui a rendu un hommage à travers tout le roman, puisque du début à la fin, ce personnage-là, à part les 2 dernières lettres de son nom, rien n'est changé, c'est vraiment sa vie qui est déroulée. Il a été gardien du refuge du Couvercle. Aussi un personnage extrêmement important. Extrêmement important. Du roman. Et pourquoi finalement ce sobriquet Boule? Boule. Alors Boule, on va le voir. Et on va comprendre. On va comprendre tout de suite. Et Boule, ça pouvait être Camille de Voissou à Pica. Bruno de Voissou, un de ses petits-enfants, est présent aussi dans la salle. Et Boule, c'est vraiment un des piliers du roman aussi. Il s'entendait extrêmement bien, Camille à Pic, ça s'entendait extrêmement bien avec Frison. Ils étaient très amis, on les voit souvent en photo ensemble. Donc, dans le préambule de Premier de Cordée, j'ai quand même bien précisé qu'il n'a pas, lui, provoqué la mort de ses guides. Simplement, il était toujours pressé, il voulait toujours y aller. Et je pense que Frison, à travers l'histoire de Warfield, a voulu aussi rappeler la grande difficulté pour les guides de savoir s'ils suivent, enfin, qu'est-ce qui décide quand les clients peuvent y aller ou pas. Jean-Franck, ça vous parle? Washburn, Warfield. Oui, ils s'appellent Bradford tous les deux, donc ça aide à la reconnaissance quand même. Voilà. Alors les frères Washburn sont arrivés à Chamonix, je crois, en 1925 ou 26. Ils ont 16 et 17 ans. Donc ils font leur grande ascension, c'est vraiment des gamins. C'est une richissime famille américaine. Ils traversent l'Atlantique en paquebot. Ils arrivent ensuite en voiture et ils arrivent avec une énorme Cadillac dans la vallée de Chamonix. L'hôtel, etc., les 5 étoiles, etc., une richissime famille. Et donc ils prennent des guides et commencent à grimper, notamment avec mon grand-père, dont Georges Charlet, avec Armand, avec Alfred Coutet, et souvent bien d'autres guides. Ils font leur classe, et très vite ils vont sur le Grépon, très vite ils vont au Dru, et tout se passe bien. Effectivement, Washburn et Bradford Washburn, finalement, il devient un très très bon alpiniste. Alors il disparaît des Alpes brutalement. Il fait avec mon grand-père la première de la face nord de l'Aiguille Verte, le fameux couloir Washburn. Ça vous dit rien? Ça s'appelle Couturier. Il a d'ailleurs toujours revendiqué. Il a toujours revendiqué. Voilà. Il était venu à Chamonix il y a une quinzaine d'années et il disait mais this is the Washburn couloir, it's not a Couturier. Et l'histoire est qu'en 1929, avec Alfred Coutet, la photo est prise, je crois, au sommet de l'Aiguille Verte le jour même. À cette occasion-là, donc. Cette occasion-là. Ils gravissent la moitié du couloir Couturier, là ils rencontrent un peu de glace et ils prennent un couloir secondaire sur la gauche pour revenir sur la calotte de l'Aiguille Verte et franchissent la calotte. Ils font quand même la première ascension de la façon organique. Et 3 ans plus tard, Armand reprend le même itinéraire, sans doute la neige est meilleure, et trace tout droit le fleuve Couturier sans passer sur la calotte de la Verte et tire directement au sommet de l'Aiguille Verte. Et le couloir est donc resté ainsi le fameux couloir Couturier que tout le monde connaît bien sûr. Et puis voilà, pour montrer que... On retrouve un certain nombre de protagonistes là. Un certain nombre de protagonistes.
Le personnage de gauche n'est pas identifié. Ensuite, on a Georges Charlet, Frison au milieu, Armand et Camille de Voissou pique notre boule.